Pascal Marchand, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, professeur des universités à Lyon 2, chercheur au centre Magellan Lyon 3. Vous me dites si je me trompe, hein. Plus. Droit, contrat, territoire, Lyon 2. D'accord. Vous êtes spécialiste de la géopolitique de l'Europe et plus spécifiquement de la Russie. Vous avez récemment écrit un article dans le magazine Diplomatie de janvier-février, il me semble. Et vous avez aussi écrit un atlas sur la Russie. Et un ouvrage sort le 1er avril. Si je vous interviewe aujourd'hui, c'est pour que vous nous éclairiez un petit peu sur la Russie et sa géopolitique, étant donné qu'on a une connaissance assez succincte de cette région du monde. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer les grands axes de la reconstruction de la Russie post-soviétique et post-Yeltsin, à partir de 92, on va dire, 92-93, jusqu'à nos jours ? Bien, il y a eu deux phases après l'effondrement de l'URSS en 1991. En moins de 2 années, de 89 à 91, ce qui était le deuxième autre grand de la planète, eh bien, s'est effondré, a disparu de la scène internationale. Naturellement, sans aucun préparatif, rien n'avait été prévu pour ça. Donc, le premier gouvernement Yeltsin ont improvisé comme ils ont pu. Sur le plan économique, il s'agissait de passer en quelques centaines de jours du communisme au capitalisme, ce qui évidemment a tourné à la catastrophe, puisque rien n'avait jamais été imaginé et que tout le personnel qui effectuait cette transition était formé à l'époque soviétique, donc était soviétoïde. Dans le même temps, il y avait un facteur principal, c'est que pendant plusieurs années, le gouvernement russe a craint la réaction de l'armée qui était soviétique et qui était complètement contrôlée par le Parti communiste. Et donc, à partir de 92, le gouvernement a coupé tous les crédits d'équipement à l'armée russe, qui n'a pas reçu un seul avion de combat avant 2003, pas un seul hélicoptère avant 2004, quelques chars, bref, l'appareil militaire ex-soviétique russe s'est littéralement effondré dans la décennie 90. Alors, 1999, changement de perspective. Aux élections de décembre 99, pour la première fois depuis 90, le gouvernement russe a eu la majorité au Parlement. Donc, il a pu enfin adopter des lois, engager des réformes. Bon, c'est Vladimir Poutine qui a fait ces réformes. Et dans le même temps, il n'y a aucun rapport, c'est une parfaite conjonction de hasard, mais dans le même temps, les matières premières se sont mises à flamber. Or, la Russie, pour 90%, exporte des matières premières. Donc, la Russie a bénéficié d'une manne financière, donc réforme plus manne financière, plus avec Poutine, stabilité sociale et politique, eh bien ça a permis un redéveloppement de la Russie, donc une décennie de développement. Mais alors une décennie qui débouche sur des élections 2011-2012, dans lesquelles, un peu comme en mai 68 en France, les gens, après avoir profité de la croissance économique, se disent maintenant, on voudrait aussi la parole. Et donc, il y a une certaine déstabilisation politique à partir de 2011. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit exposé sur la manière dont Vladimir Poutine s'est organisé pour vendre ses hydrocarbures, nous dire aussi où sont placés ces hydrocarbures en Russie, que ce soit le pétrole, le gaz, comment il a développé toutes ces exploitations? Alors, il a trouvé une situation qui avait été élaborée depuis les soviets, qui montre une certaine concentration, c'est-à-dire qu'il y a 2/3 du pétrole qui provient de la Sibérie occidentale et 90% du gaz qui provient de la même Sibérie occidentale, pétrole au sud, gaz au nord. Et c'est les gisements de Bakou 3, bon, qui sont maintenant majeurs en Russie. Les soviets avaient choisi dès 1980 d'exporter ces ressources vers l'Europe occidentale, en pleine guerre froide, mais bon, c'est le choix qu'ils avaient fait, pour la simple raison que l'Europe occidentale représentait le seul marché solvable à proximité, puisque ni l'Inde ni la Chine à l'époque n'étaient développés. Donc ils ont créé des réseaux, et ces réseaux terrestres, une fois qu'ils sont en place, ils sont extrêmement indurés.
c'est-à-dire qu'il faut bien les rentabiliser. Et donc le gaz passe vers l'ouest et le pétrole va vers l'ouest également. Ça, c'est la situation qu'ils trouvent au début des années 2000. Et dans le même temps, c'est l'époque où la relation avec l'Union européenne commence à devenir un petit peu tendue. Et dès cette époque-là, 2002-2003, on lit dans la presse sibérienne que la Russie devrait, plutôt que de vendre ses hydrocarbures à l'ouest, les vendre au marché émergent, à savoir principalement la Chine, mais également l'Inde, et puis bien évidemment le Japon et la Corée du Sud, l'Asie orientale. Sauf que les tubes ne vont pas vers l'Asie orientale, que les fadaises qu'on raconte sur la route du Nord et la fonte des glaces, bon, on n'est quand même pas près de voir ça, et de toute façon, même si réchauffement climatique il y avait, compte tenu de l'axe de rotation de la Terre, il y aura forcément une nuit arctique de 6 mois, donc forcément 6 mois de glace, et donc le trafic ne pourrait passer que 4 à 5 mois. Donc d'abord c'est pas fait d'une part, d'autre part ça ne sera pas la panacée, en conséquence il faut des tubes terrestres. Pendant longtemps la Russie a tergiversé, puis à partir de 2007, pour des raisons que évidemment Vladimir Poutine ne m'a pas indiquées et que je ne connais pas, à partir de 2007 les Russes commencent à travailler et en 2010 ils commencent à ouvrir une série d'oléoducs, un groupe d'oléoducs qui va vers le Pacifique, un groupe qui va vers la Chine, à partir de la Sibérie orientale. Et ces tubes commencent à fonctionner et à exporter du pétrole à partir de 2012. Ils ne remplacent toutefois pas la quantité qui est exportée à l'ouest. Donc pour l'instant, ça reste principalement exporté à l'ouest, mais c'est de plus en plus exporté vers l'est. Pour le gaz, un autre gazoduc sur un tracé à peu près similaire est en construction. Jusqu'à présent, il n'était pas destiné à aller pomper les gisements de gaz existants, il était destiné à exploiter des gisements de gaz à mettre en valeur en Asie orientale autour du lac Baïkal. Je vais suivre avec attention dans les semaines à venir les ouvertures de chantiers en Russie. Je ne serais pas étonné que des gazoducs se mettent à être construits assez rapidement pour faire en sorte qu'une partie du gaz de Sibérie occidentale puisse gagner l'Est. Puisque si on regarde sur une carte, la Sibérie occidentale, c'est à peu près à équidistance de l'Europe occidentale et de l'Asie orientale. Mais les tubes existants d'époque soviétique étaient orientés vers l'ouest. Et autre élément, et Poutine a fait plusieurs discours là-dessus, la Russie tient beaucoup, dorénavant, à exporter son gaz non plus par des gazoducs, qui sont des tubes fixes qu'il faut rentabiliser et qui lient à un client pour une durée de 20 ans, exporter son gaz par la forme GNL, c'est-à-dire par des stations de liquéfaction du gaz côtières, et la Russie en a actuellement 4 ou 5 en construction, par Gazprom, par Lukoil, par des Américains même, et participation française et chinoise. Est-ce que j'ai lu dans votre article, dites-moi si je me trompe, que Vladimir Poutine s'était organisé de manière à pouvoir exporter ses hydrocarbures, pétrole et gaz d'à peu près partout, de toutes les côtes, que ce soit l'Est, l'Ouest, à peu près de partout dans le monde entier. Est-ce que Oui, mais il vise surtout le marché d'Asie orientale, et notamment pour le gaz, parce qu'il y a un élément que les Européens dont les Européens ne tiennent pas assez compte, c'est qu'actuellement, le gaz naturel se vend en Asie orientale 3 fois plus cher qu'il ne se vend à l'ouest. Et donc, on entend régulièrement quelques journalistes expliquer que de toute façon, la Russie ne peut pas se priver de ses ventes de gaz et donc elle est bien obligée de nous vendre son gaz. Erreur. Elle préférerait de beaucoup, si les tubes le permettaient, le vendre au Japon 3 fois plus cher qu'à l'Europe. Non pas pour des raisons sentimentales, mais pour de simples raisons
économique. Est-ce que vous confirmez le fait que le gaz d'Europe vient à 80% de la Russie, c'est bien ça? Non, c'est pas ça. Justement, je voulais commencer à entamer des recherches parce qu'on lit beaucoup de choses là-dessus. Non, c'est pas 80%. C'est une part importante des importations de gaz, mais on a quand même une production de gaz aussi en Europe. Donc il faudrait évaluer déjà cette consommation. Par ailleurs, ces importations. Ces importations, par ailleurs, proviennent d'Algérie, proviennent de Norvège, hors Union européenne, et également de GNL venant du Qatar, en attendant du GNL de schiste en provenance des États-Unis qui devrait entrer en service d'ici un an et demi. On continue notre petit tour géopolitique de la Russie. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'armée russe? On a vu, j'ai vu encore une fois dans votre article de diplomatie et dans votre livre sur l'Atlas sur la Russie que l'armée de l'Union soviétique, quand on est passé à la Russie, l'armée a vraiment diminué. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de l'armée russe? Est-elle puissante? Alors, l'armée russe, elle a connu une baisse d'effectifs drastique. Actuellement, c'est stabilisé. Plusieurs centaines de milliers d'hommes, c'est évidemment plus important que n'importe quelle armée européenne, c'est sûr, mais c'est à peu près l'équivalent de celle des États-Unis, pas plus, moins que celle de la Chine. Mais ce qui importe surtout, c'est l'équipement. Et en termes d'équipement, l'armée russe a un gros problème, c'est que de 1992 à 2003, elle n'a pas reçu d'équipement neuf. Et donc, comme l'équipement avait déjà un certain âge en 1990, en 2003, il a 13 ans de plus. Et le programme de livraison d'équipements, avions, missiles, hélicoptères à l'armée russe, ce programme d'équipement, il évolue doucement. Alors le budget militaire va encore augmenter, mais même en ayant encore augmenté, il n'arrive pas à la cheville du budget militaire américain. Donc, notamment un discours de Vladimir Poutine avait beaucoup ému les journalistes qui avaient lu que la Russie s'apprêtait en 10 ans à acheter 600 avions de combat. 600 avions de combat, les États-Unis en même temps vont en acheter 2000. 600 avions de combat, ça ne va même pas remplacer ceux qui existent, puisqu'ils en ont 2500. C'est donc un programme de désarmement et non de réarmement. Donc, l'armée russe, elle souffre encore d'une infériorité technologique par rapport aux armées occidentales. Et on l'a vu d'ailleurs en Ossétie, où, indépendamment de l'équipement, il y avait également la question des liaisons, du renseignement, de l'articulation des frappes aériennes et des frappes terrestres, où là, ils ont des soucis sur le champ de bataille, des soucis de communication entre les unités. Ça, c'est pas encore résolu. C'est un nouveau concept de guerre aéroterrestre qui ne maîtrisait pas très bien à l'époque soviétique. Les communications manquent. Au niveau je reste sur l'armement, au niveau des missiles, on entend quand même beaucoup dire que les Russes sont à la pointe, je sais pas quel type de missiles, mais qu'ils sont à la pointe niveau missile. Et avec le bouclier antimissile américain qui est de plus en plus proche de leurs frontières, est-ce qu'ils ont développé eux aussi une technologie de défense par rapport à l'OTAN? Alors, en termes de missiles, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une anomalie dont Vladimir Poutine a parlé à plusieurs reprises, c'est que sur le plan des missiles antiaériens, ils sont sans aucune contestation au top niveau international, c'est les meilleurs missiles. Ils ont été capables d'abattre les fameux avions invisibles en Bosnie, en Yougoslavie en 1999, et dès qu'ils s'apprêtent à livrer leurs missiles S-300 à l'Iran ou ailleurs, ça fait une crise internationale parce que c'est des missiles réputés très difficilement leurrables. Or actuellement ils sont au S-400, au S-500 et au S-600, donc ils sont encore à des techniques encore plus élaborées. Alors il y a ça, mais d'un autre côté, en termes de missiles air-air ou de missiles air-sol, ils sont nettement moins performants que leurs homologues européens.
Alors ça vient, c'est un héritage de l'époque soviétique où le secteur militaire était vraiment cloisonné en différentes unités. Ceux qui faisaient les missiles antiaériens ne connaissaient rien de ce qui se passait sur les missiles terrestres, et étanchéité complète pour des raisons de sécurité. Le résultat, c'est que l'innovation ne passait pas, et encore aujourd'hui, Vladimir Poutine avait fait plusieurs discours se plaignant de cet élément, que la communication ne passe toujours pas et qu'il y a toujours des différences dans le niveau de qualité des missiles russes. Alors ceci dit, ils ont justement, grâce à ces missiles antiaériens et une catégorie de missiles air-sol, enfin plus précisément air-mer, ou mer-mer, mais enfin les missiles anti-navires, là ils sont effectivement en pointe, et un des piliers de la stratégie russe, c'est ce qu'on appelle le déni d'accès. C'est-à-dire qu'ils ont une DCA exceptionnelle en nombre d'engins déployés, la couverture la plus formidable qui existe sur Terre par rapport à leur force. Et l'idée, c'est que l'espace aérien sera interdit à l'adversaire parce que l'environnement missile performant est tel que rien ne passera. Et ils ont la même stratégie pour les porte-avions américains, et depuis 1975, on voit bien au cours des manœuvres de l'armée soviétique déjà, puis des manœuvres russes ultérieures, on voit bien que la stratégie, c'est le déni d'accès pour les porte-avions. C'est-à-dire qu'ils tirent plusieurs dizaines de missiles, parfois même une centaine de missiles sur un porte-avions. Ce serait le principe de défense. Missiles qui seraient tirés par des bateaux de guerre, par des sous-marins, par des avions. Donc ils arriveraient de toutes les directions, et ceci évidemment saturerait la défense antiaérienne autour des porte-avions, qui risquerait d'être très rapidement endommagé, puisque un coup au but et ça y est, les avions ne décollent plus. Bon, sachant qu'ils sont en train de passer à une nouvelle étape, jusqu'à présent leurs missiles étaient subsoniques, ils arrivaient à 900 km/h. Alors 900 km/h, si on les détecte à 300 km, pardon, ça fait 20 minutes de temps de réaction. Ils sont en train de passer à des supersoniques à 2700 km/h, et dans ce cas-là, le temps de réaction va être réduit à 5 à 6 minutes. Et s'il y a une centaine de missiles attaquants en saturation, évidemment, il y a quelques soucis à se faire. D'ailleurs, certains officiers américains ont commencé à dire qu'il valait mieux ferrailler les porte-avions parce que c'était vraiment trop dangereux de désengager. Et la Chine développe exactement la même stratégie, sauf que jusqu'à présent, mais ça peut changer très rapidement, jusqu'à présent, la Russie a toujours refusé de livrer les missiles anti-navires supersoniques, dont Pékin est très demandeur. Et les Américains aussi sont sur la même technologie, ils ont certainement... Les Américains, ils en restent pour l'instant au subsonique. C'est le fameux missile de croisière, les Tomahawk, donc c'est un missile en vol rasant. Ils sont subsoniques pour l'instant. Ils n'ont pas encore le missile supersonique. Ils y travaillent bien sûr, mais... et les Français... voilà, pour l'instant, la Russie a l'avantage en domaine anti-aérien et en domaine anti-navire. La Russie a 2 secteurs de pointe sans rival au monde pour l'instant. On va passer un petit peu aux questions, on va dire, d'actualité, même si on va rester sur la géopolitique et la Russie. Comment vous analysez les relations difficiles entre l'Union européenne, j'allais dire l'Occident, et la Russie depuis la prise de pouvoir de Poutine ? La politique occidentale a été invariante, elle n'a pas bougé. La nouveauté, c'est que si Yeltsin n'avait pas les moyens de s'y opposer, Poutine, à partir de 2004-2005, a commencé à avoir les moyens de s'y opposer. Mais ceci dit, cette politique a toujours été la même. La politique américaine, elle a été définie en 1994 par un personnage influent aux États-Unis qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, qui a été conseiller des présidents américains, qui a écrit Le Grand Échiquier et qui explique très clairement quelles sont les positions des États-Unis, et ça tient en un mot, il faut absolument séparer l'Ukraine de la Russie, empêcher toute reconstitution d'une unité entre les deux, puisque, explique Brzezinski, sans l'Ukraine, la Russie ne peut pas envisager d'être une puissance. L'Union européenne, quant à elle, a longtemps tergiversé sur la politique adoptée par rapport à Yeltsin. Dans les années 90, c'était assez fluctuant, assez évasif.
Et puis ça a évolué plutôt vers la tension avec Vladimir Poutine, et surtout après 2009, puisque en 2009, l'Union européenne a adopté un partenariat qui s'appelle le partenariat oriental, qui vise à associer à l'Union européenne tous les pays qui se trouvent entre l'Union européenne de 2008 et la Russie, excluant nommément la Russie, qui est, paraît-il, l'objet d'un autre partenariat. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que ce partenariat oriental a été donc initié par la Suède, la Pologne et la Lituanie. Il prescrit d'insérer tous les pays entre la Russie et l'Union européenne, préciser Russie exclue, la Russie étant l'objet d'un autre partenariat qui est en panne depuis 2007, puisque la Suède, la Pologne et la Lituanie bloquent toute évolution du partenariat avec la Russie. On est donc dans une situation d'opposition, on pourrait dire une situation conflictuelle. Est-ce que le fait d'exclure la Russie de l'Europe et des différents traités, est-ce que ça ne va pas les pousser dans les bras de la Chine, et ça ne va pas les mener à faire une espèce de gros bloc, eux, de leur côté, extrêmement puissant au niveau économique? Un triangle avec l'Inde et un associé avec le Brésil, donc le système des BRICS, l'Afrique du Sud, c'est bon. Bon, alors l'Iran reste pour l'instant en marge dans la mesure où la diplomatie russe ne l'a pas impliqué, mais c'est une carte aussi disponible. C'est certain qu'écarter la Russie de l'Europe comme on l'a fait, délibérément, c'est pas très porteur pour l'Europe, alors que depuis 1992, et Poutine a suivi dans la même direction après 2000, la position de la Russie a toujours été de proposer à l'Union européenne une zone de libre-échange qui associerait tous les pays de l'Europe et tous les pays de l'ex-URSS. Objectif, créer un troisième pôle mondial avec le pôle est-asiatique et le pôle américain. Mais l'Union européenne n'a jamais voulu entendre parler de cet espace, de cette zone de libre-échange commune. Elle veut créer sa zone de libre-échange à elle, avec les pays d'Europe de l'Est, dans le cadre du partenariat oriental, ce qui évidemment enclenche un conflit avec la Russie. Est-ce que le fait que l'Europe ne veuille pas entendre parler de la Russie, est-ce que c'est pas aussi par rapport aux États-Unis qui veulent mettre en place le traité transatlantique, qui est en ce moment même en cours de négociation, dans notre dos? Alors je ne suis pas trop ce qui se passe dans le climat, je ne sais pas quel est le climat de la négociation, mais j'ai vu un grand titre là dans les Échos il y a 2 jours, comme quoi les négociations étaient vraiment mal engagées. Mais j'en sais pas plus, je ne suis pas trop ce sujet, mais ce qui me paraît surtout plus dangereux d'ailleurs, c'est l'espèce de fusion qui s'est faite à partir de 2004 entre l'expansion de l'UE et l'expansion de l'OTAN. Ce sont 2 choses différentes, et faire fusionner les 2 élargissements, comme d'ailleurs le veulent les Américains, Brzezinski a écrit « il faut faire comme ça », c'est évidemment quelque chose qui rend l'Union européenne, qui place l'Union européenne dans les hostiles pour la Russie. Et on a eu tort de se laisser entraîner dans cette direction. Alors, l'explication russe, elle a été fournie dès 2006, je crois, 2005-2006, par le conseiller spécial de Vladimir Poutine pour les affaires européennes, qui a expliqué, oui, qu'évidemment, la Russie comprenait bien la situation de l'Union européenne, une Union européenne qui est contestée aujourd'hui par ses électeurs, qui est contestée par ses membres, et qui donc aurait besoin, pour ressouder un peu la famille européenne, d'avoir un ennemi à ses frontières, et expliquer qu'ils comprennent bien que eux, Russes, sont évidemment les ennemis désignés, mais qu'ils ne pensent pas que tout ceci soit très bon pour l'avenir de l'ensemble eurasiatique.
Est-ce que le fait de créer des ennemis un petit peu partout, que ce soit l'Iran, que ce soit la Russie, etc., de les maintenir à bonne distance, est-ce que c'est pas une bonne manière pour nous de laisser notre complexe militaro-industriel bien en évidence et de mettre bien en avant? Notre complexe militaro-industriel, il a un gros problème, c'est la baisse des commandes, puisque les pays européens ont massivement désarmé, donc maintenir la capacité de nos bureaux d'études, nos équipes d'ingénieurs, suppose qu'on vende. Donc il faut absolument vendre à l'étranger. Alors je ne sais pas si de là on peut conclure qu'on aurait intérêt à développer des conflits dans le monde, mais c'est logique, ça serait logique, simplement, moi j'en ai pas la preuve écrite. En tout cas pour la Russie, c'est très clair, d'autant que la Russie est un ennemi facile, dans la mesure où on sait très bien à Bruxelles que la Russie ne va pas se mettre brusquement à envahir la Pologne ou autre. Alors évidemment, c'est ce que je disais jusqu'à aujourd'hui, sauf que actuellement en Ukraine, on est dans une situation où un dérapage peut amener à une perte de contrôle de la situation. Émeric Choprad avait rédigé un bouquin de géopolitique. Il avait commencé par une phrase en exergue où un ministre des Affaires étrangères expliquait qu'il y a certes des tensions, mais que compte tenu de la bonne volonté de la Russie, compte tenu de la bonne volonté de Berlin, qui l'a manifesté à plusieurs reprises, de Londres et de Paris, il n'y a aucun doute que la moindre crise serait tranchée par une conférence internationale qui réglerait le problème. Ça a été écrit en mars 1914. D'accord. C'est le dérapage. Vous m'amenez sur le terrain de l'Ukraine, on va en parler justement. Tiens, pourquoi, à votre avis, Brzezinski avait dit à l'époque que l'Ukraine était si importante pour la Russie? Est-ce que c'est par rapport aux hydrocarbures, par rapport aux pipelines, par rapport à tout ça ou... Non, il y a deux choses. C'est que effectivement, là, il a raison. Il a raison en partie. Si la Russie veut reconstituer autour d'elle, alors non pas un empire, parce que la Russie ne tient pas à reconstituer un empire, vu qu'à l'époque soviétique, ce qui était répandu dans la population russe, c'est que le centre, la Russie, payait pour les périphériques qui ne faisaient rien. Donc, surtout ne pas reconstituer cette situation. Mais néanmoins, constituer un bloc. Alors pour l'instant, ce bloc, il est constitué avec la Biélorussie et le Kazakhstan. Il y a un certain poids évidemment, mais il est clair qu'il devient majeur si on y met l'Ukraine. Et il ne peut pas être majeur s'il n'a pas l'Ukraine. Donc ça, c'est la première raison, elle est physique. C'est une question de quantité, de PIB, de population, voilà. Mais il y a une deuxième raison, c'est que Zbigniew Brzezinski est d'origine polonaise. Or, depuis le XIVe siècle, il y a une volonté polonaise de croisade pour reconquérir au christianisme l'Europe orientale, qui, alors dans les textes polonais, on emploie deux termes, l'Europe orientale qui est peuplée soit de païens, soit d'hérétiques. Dans les deux cas, il faut comprendre, de chrétiens orthodoxes. Donc là, ils sont le rempart de la vraie foi. Et au XVIe siècle, sur ces bases, ils ont constitué un énorme empire appelé d'abord État russo-lituanien, puis Pologne tout court. Et jusqu'au XVIIe siècle, c'est le plus gros État sur la carte d'Europe. Et alors, ce phénomène a été accru au XIXe, puisqu'au XIXe siècle, la Pologne avait disparu. Donc la Pologne les intelligentsias polonaises a développé une idée de polonité et autres, et ces régions qui étaient que la Pologne avait conquis à partir du XIVe siècle, la Galicie, la Volhynie, la région de Kiev, ces régions étaient peuplées de populations qu'ils appelaient des rutènes. Qui sont magnifiés dans la littérature polonaise. C'est le pays où coule le lait et le miel, citation biblique. C'est le pays où les gens sont tellement beaux, tellement intelligents, et ils forment avec nous une nation. Sauf que ces gens ne parlent pas polonais, mais ils parlent des dialectes ukrainien. Et comme il n'y a jamais eu d'Ukraine sur la carte d'Europe avant 1918, bien, la langue ukrainienne n'a jamais été codifiée. Ce qui fait qu'il y a une infinité de dialectes. Alors plus on est près de la Pologne et plus les dialectes ressemblent à du polonais,
à tel point que j'ai vu des Ukrainiens parler ukrainien et des Polonais répondre en polonais et ils se comprennent. Mais plus on est à l'est et plus les dialectes ukrainiens sont proches du russe. Et donc, il y a toujours cette idée pour la Pologne de reconstituer la grande Pologne au nom de la foi chrétienne. La seule vraie, naturellement, qui est celle de Rome. On reste sur l'Ukraine. On a beaucoup parlé de la Crimée. On a beaucoup parlé de la Crimée parce que les Russes apparemment ont pris position en Crimée. J'aimerais vous poser la question de savoir pourquoi on se focalise sur la Crimée. Tout le monde nous dit que c'est pour avoir un accès à la mer Noire. Dites-moi si je me trompe, mais la Russie a bien un accès direct à la mer Noire sans passer par la Crimée. Pourquoi la Crimée ? Alors, pourquoi la Crimée ? La Crimée, c'est le point de non-retour. Manifestement, je ne sais pas ce que pense Moscou, mais je regarde sur la carte et on pense à Moscou que l'Ukraine va s'orienter vers le partenariat oriental, va entrer dans la mouvance de l'Union européenne. Bon, de là à ce qu'elle entre dans l'OTAN, bien, il y a un pas qui peut être facile à franchir. Si elle entre dans l'OTAN, la base de Sébastopol, les Russes en sont chassés et les Américains prennent leur place. Et là, ça, pour la Russie, c'est un casus belli, ou un phénomène, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et donc, l'idée c'est, alors l'Ukraine est perdue, alors on avance en Ukraine, et on n'en bouge plus. Mais une fois qu'ils ont avancé en Ukraine, ils ne peuvent plus reculer. Puisque, évidemment, s'ils se retiraient, le gouvernement ukrainien dénoncerait le traité laissant à la flotte russe le droit d'utiliser Sébastopol, donc ils seraient chassés aussi de la base de Sébastopol qui passerait sous contrôle de l'OTAN. Ça, pour la Russie, c'est inacceptable. Et il n'y a pas de solution, puisque ce matin, par exemple, Yubavitrin disait qu'on pourrait peut-être trouver une solution en donnant des engagements aux Russes selon lesquels l'Ukraine s'engage à ne pas entrer dans l'OTAN. Mais on a montré il y a 15 jours à Kiev ce que valent les accords paraphés par l'Union européenne. On signe un accord le soir pour un gouvernement d'union nationale, moins de 12 heures après, cet accord est dénoncé. Donc je ne pense pas que les Russes soient assez fous pour accepter une garantie de ce genre. Par ailleurs, si on regarde sur une carte, il y a un deuxième problème qui peut se poser. Si jamais l'Ukraine est dans le partenariat oriental, la Moldavie y est déjà, les deux encerclent la Transnistrie, où il y a la 14e armée russe, faible armée, 1500 hommes, mais 133 000 passeports russes distribués parmi 450 000 habitants. Et si vous regardez sur la carte, venant de Russie, les troupes russes ne pourraient pas intervenir. Par contre, si elles sont basées en Crimée, c'est juste en face, ils peuvent passer à l'assaut de Sébastopol et être en 6 heures par heure, avec une vague d'hélicoptères au combat en Transnistrie. Donc c'est vraiment une base pour empêcher toute solution par la force au conflit de Transnistrie, puisque la Transnistrie n'a pas d'accès à la mer, la Moldavie et l'Ukraine associées peuvent très bien l'étrangler. Donc, et là, il y a évidemment une source de conflit potentiel tout à fait considérable. Alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'Ukraine dans les semaines à venir ? Est-ce que, à votre avis, ça va déraper en guerre civile ? Est-ce qu'il va y avoir une scission ? Ou est-ce que ça va déraper en guerre régionale ou plus grave encore ? Eh bien, tous les gens un petit peu sérieux, alors Dominique de Villepin, il y a une dizaine de jours, Hubert Védrine ce matin, explique que ça a été une erreur de forcer l'Ukraine à choisir entre la Russie et l'UE. Parce que vu sa position géographique, l'Ukraine ne peut pas ne pas avoir de relation avec la Russie, c'est le débouché maritime de la Russie. Et par ailleurs, l'Union européenne est juste à ses portes, donc il fallait absolument trouver une solution qui permette de faire en sorte que l'Ukraine puisse s'associer aux deux. C'était la meilleure solution pour l'Ukraine.
D'autant que si, évidemment, l'Ukraine choisit l'Ouest et se range côté Ouest, il y a risque de guerre civile avec la partie Est, et que si l'Ukraine se range côté Russie, il y a risque de guerre civile avec la partie Ouest. Il suffit de regarder les résultats des deuxièmes tours des élections présidentielles où c'est extrêmement net. Un candidat pro-russe à 95% des voix à l'Est et le candidat pro-occidental à 95% des voix à l'Ouest. C'est complètement tranché avec au milieu une zone d'incertitude qui serait évidemment alors, la zone d'affrontement. Normalement, la situation est sous contrôle. Il y a des gouvernements qui sont à la manœuvre et qui ne devraient pas normalement laisser se développer des situations comme en 14, c'est-à-dire situation comme en 14, c'est la situation à partir situation où on aboutit au moment où pour les états-majors, il devient indispensable de prendre les mesures le premier pour être le premier sur les champs de bataille. Et donc à partir de ce moment-là, les gouvernants ont été éliminés ils ne pouvaient plus rien faire que laisser la machine se mettre en route. Donc pour l'instant, on n'est plus dans cette situation-là. Les états-majors n'auraient plus une force de pression telle qu'ils pousseraient le gouvernement à absolument prendre la position de premier sous peine d'être vaincu. Mais ce qui est actuellement risqué, c'est ces deux facteurs de risque. Premier facteur de risque, c'est des gouvernements qui ont affaire à des problèmes de crédibilité. Alors, à l'ouest comme à l'est. À l'ouest, c'est le plus récent, François Hollande et Obama ont été un peu ridiculisés à propos de l'affaire syrienne, ridiculisés par la Russie. Donc ils ont besoin de restaurer un petit peu une image. Et côté russe, Vladimir Poutine a dû affronter une opposition assez virulente au cours des élections, et il pourrait très bien être tenté de jouer sur la fibre nationale, puisque les quelques images que nous venons bien de montrer les télévisions sur les manifestations de soutien à la Crimée en Russie montrent des foules vraiment impressionnantes. Et toute opposition à Vladimir Poutine se trouve littéralement annihilée de fait. Donc c'est une situation difficile dans laquelle les surenchères sont possibles. Alors l'Union européenne a expliqué qu'elle prenait une première série de mesures qui sont des plaisanteries, qui n'ont aucun effet sur le roulement des faits, mais qui préparent une seconde vague. Et là, la Russie a annoncé qu'en cas de seconde vague, elle commencera elle aussi à mettre en place une vague. Et j'ai vu hier soir que le Sénat russe était en train d'étudier des textes qui vont permettre, si besoin était, de nationaliser les biens occidentaux, certains biens occidentaux en Russie. Ce qui inquiète au plus haut point les entreprises françaises et encore plus allemandes. Mais bon, tout le monde, pour l'instant, convient sur le point de dire que c'est une position de négociation. C'est très peu vraisemblable qu'on passe aux actes, mais de surenchère en surenchère, la mécanique peut devenir très dangereuse, d'autant qu'il y a encore un autre facteur qui peut jouer, ce sont des extrémistes. Alors, côté pro-russe, ça a l'air relativement calme pour l'instant, mais ça peut très bien flamber aussi vite. Côté pro-occidental, entre guillemets, bien on a vu les groupes d'activistes à l'œuvre à Kiev, et ces gens-là échappent à tout contrôle et peuvent très bien délibérément déclencher des embuscades contre les troupes russes ou se livrer à des actions contre les populations russes qui entraîneraient inévitablement une réaction russe incontrôlable elle aussi. Et donc il y a deux facteurs de risque, le facteur politique et le facteur local. Dernière question, c'est par rapport à vous, comment vous avez vécu cette crise ukrainienne? Est-ce que votre avis là-dessus, est-ce que départ les Ukrainiens étaient sincères dans leur démarche de révolution et de changement, et que par-dessus ça, des extrémistes se sont joints à eux et ont provoqué ce coup d'État, ou est-ce véritablement un coup d'État monté
par soit les opposants, soit peut-être les Occidentaux? Alors, pour l'instant, j'ai pas trop d'éléments parce que j'étais en vacances en Angleterre. Donc, j'ai eu une information un peu limitée. Je suis en train de reprendre les documents pour voir exactement l'enchaînement des faits. C'est quand même curieux la vitesse à laquelle le mouvement spontané, entre guillemets, s'est organisé sur la place Maïdan. Bon, alors je me souviens que lorsqu'il y avait eu la révolution orange en 2005, les services américains avaient financé le séjour à Kiev pour loisir de quelques dizaines d'étudiants kirghizes qui, aussitôt revenus dans leur pays, ont appliqué les mêmes méthodes pour organiser la révolution des tulipes. Donc je serais assez étonné qu'il n'y ait pas, quelque part, la main que les services américains n'aient pas participé à l'explosion de ce mouvement. Mais en même temps, ce mouvement, il a des bases profondes. C'est que l'ouest de l'Ukraine, la Galicie, n'a jamais été sous contrôle russe avant 1945. Donc, ils ont toujours été sous contrôle polonais. Alors, ils n'aiment pas beaucoup les Polonais, mais ils préfèrent les Polonais que les Russes. Donc, il y a un mouvement anti-russe qui est très fort en Galicie. Et puis, il y a à côté de ça un pays en construction, l'Ukraine. Alors, on se dit qu'évidemment, qu'il y a des richesses qu'on pourrait exploiter et qui serait plus facile si une bonne politique était menée, d'avoir un bon niveau de vie, surtout si on est aidé par l'Union européenne et si, alors ce serait le paradis, si on bénéficiait des dizaines de milliards de la manne des fonds structurels qui permettraient de développer une corruption massive et d'enrichir les hommes politiques d'Europe orientale qui tous les uns après les autres sont venus non pas par amour et pour participer à la prodigieuse et merveilleuse aventure européenne, mais simplement pour toucher les fonds structurels. Et les populations, évidemment, espèrent en avoir quelques miettes. Donc il y a évidemment une propension à se tourner vers l'Union européenne. Moi, j'avais été observateur de l'OSCE en 2005, aux élections présidentielles, et quand on passait dans les bureaux de vote, chaque fois, les gens nous disaient « Nous, ce qu'on veut, c'est entrer dans l'Union européenne. Nous, ce qu'on veut... » Bon, mais on comprenait très bien que c'était pas pour la magnifique idée. C'est parce que ils savent ce que c'est que des fonds structurels. Pascal Marchand, merci. C'est moi qui vous remercie.